vous en prie, messieurs. Merci. Nous sommes à l'antenne. Et notre invité politique ce matin, c'est Hervé Marseille. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, sénateur des Hauts-de-Seine, président du groupe Union Centriste ici au Sénat, président de l'UDI. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et le Sénat a donc examiné hier en commission la réforme des retraites, a voté ses amendements. Est-ce que vous pensez que le texte final sera voté en séance? Est-ce que vous pensez que l'examen pourra aller jusqu'au bout? J'espère bien. J'espère bien. On veut montrer la différence avec l'Assemblée nationale. C'est assez paradoxal qu'une assemblée parlementaire s'organise, j'allais dire presque scientifiquement, pour s'effacer. Je veux dire, pas tous les députés, vous avez remarqué, vous voyez à peu près à qui je fais allusion. Bon, un spectacle affligeant, mais surtout institutionnellement, cette assemblée qui, dans la Constitution, a la prééminence, puisqu'elle a le dernier mot, s'est organisée pour s'effacer. Et pour ne pas débattre, pour ne pas travailler, pour ne pas voter. C'est quand même assez paradoxal, surtout que ceux qui ont organisé, si je puis dire, cette situation, sont ceux qui sont des adeptes de la démocratie pétitionnaire et qui exigent le retour de la démocratie et de la démographie si en Afghanistan, en Iran, en Ukraine... Mais pour vous, les députés LFI ont nuit à la démocratie et à la démocratie parlementaire ? Écoutez, en tous les cas, on est dans un pays qui a des règles institutionnelles. Le texte est un texte important, il concerne chaque Français. Et l'Assemblée, si je puis dire, a passé son tour. Donc maintenant, elle a organisé, si je puis dire, la mise en majesté, en responsabilité du Sénat. Et nous avons une responsabilité, parce que c'est notre mission parlementaire, que d'aller jusqu'au bout et de sortir, si je puis dire, par un vote, le texte. Aller au bout, c'est voter examiner et voter les 14 articles du texte, aller jusqu'au bout du texte. Mais est-ce que le simple fait d'aller au moins jusqu'à l'article 7, qui est l'acmé de cette réforme sur l'âge légal de départ, et ce que n'a pas fait l'Assemblée, est-ce qu'aller au moins jusqu'à l'article 7 et le débattre publiquement, ce ne serait pas déjà une victoire, entre guillemets, pour le Sénat par rapport à l'Assemblée? On ne se pose pas ce genre de questions sur les autres textes. Je veux dire, il y a des textes à débattre, il y a ceux que le gouvernement propose, il y a ceux que nous proposons en tant que parlementaires, les propositions de loi. Notre rôle, c'est d'examiner l'ensemble du texte. Ça n'a pas de sens de dire, tiens, on va manger seulement une partie des choses. Non, je veux dire, il y a un texte, il a une globalité. Non, mais là, vous entendez la gauche. La gauche dit, oui, on fera en sorte que l'article 7 soit examiné, contrairement à l'Assemblée, parce qu'on veut qu'il y ait un vote au Sénat, mais on ne veut pas forcément qu'il y ait un vote sur l'ensemble du texte. Vous craignez une forme d'obstruction de la part de la gauche sénatoriale? Écoutez, on verra. Jusqu'à présent, elle ne s'est pas manifestée. On verra dans les jours qui viennent. Moi, je regrette un peu cette situation d'avoir une vision partielle des textes. Nous ne sommes pas élus pour travailler quelques articles. Eux, c'est eux, nous, c'est nous. Ça veut dire que la majorité sénatoriale et la présidence utilisera tous les moyens réglementaires et tous les moyens du règlement du Sénat pour arriver au bout de l'examen? Parce qu'il y a des moyens pour accélérer la discussion. Vous souhaitez que ces moyens soient employés? Vous imaginez qu'il y a un débat où, d'un côté, il y a un refus de l'obstacle, si je puis dire, qu'on fasse tout pour ne pas parler, et que nous, on soit passifs en disant « Ah ben non, on va attendre, parce qu'ils ont décidé qu'on attendait. » Non, je veux dire, si la gauche décide de ne pas vouloir mener son travail à bien, c'est-à-dire examiner le texte, nous, on emploiera les moyens du règlement. Juste pour info, pour l'instant, il y a plus de 2200 amendements qui ont été déposés. Est-ce que ça vous paraît beaucoup? C'est tout à fait raisonnable? Bien sûr qu'il y ait tous les groupes encore. Donc il vient y en avoir d'autres, en fait. Le groupe communiste, je crois qu'il n'a pas encore déposé. Quelque chose me dit qu'il devrait y en avoir un petit peu plus. Un peu plus, ouais. Sur le fond, le texte a été examiné hier en commission. Il y a eu des amendements qui ont été adoptés. On va y revenir dans le détail. Mais est-ce que ce qui a été adopté hier en commission vous convient? Est-ce qu'il y a des points de divergence avec les Républicains? Écoutez, on a abordé le texte avec d'abord beaucoup de travail, parce que, comme vous l'avez dit, l'Assemblée, finalement, n'a examiné qu'une chose. C'était le rond-point des carrières longues. On a tourné autour pendant des semaines. On n'a pas été plus loin. Donc, en clair... Sans aller jusqu'à l'article qui concerne... il y a tous les autres articles, c'est-à-dire presque l'essentiel de toute la... j'allais dire, tout le texte n'a pas été étudié, puisqu'il y a en gros que les carrières longues. On s'est arrêté quasiment à ça. Mais j'allais dire, vous avez vu...
mon collègue Savary vient de vous l'expliquer avec beaucoup de talent. La situation des femmes, des seniors, etc., la pénibilité, les carrières longues, etc. Bon, il y a en dehors des carrières longues, rien d'autre n'a été travaillé. Donc, j'allais dire, il nous appartient de travailler le texte. Mais un mot sur les carrières longues, puisque vous y venez, parce que les carrières longues, rien n'a été adopté hier par la Commission, qui laisse ça en débat au Sénat. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous ? Par exemple, les Républicains à l'Assemblée et le groupe Horizon à l'Assemblée souhaitent qu'aucun Français dans un dispositif de carrière longue ne travaille plus de 43 ans. Est-ce que c'est aussi votre souhait ? Écoutez, moi, j'ai beaucoup de sympathie, d'amitié pour les Républicains. On travaille ensemble, mais ce qu'ils disent, c'est une chose. Ce qu'on dit nous, c'est autre chose. Donc, on trouve des compromis ensemble. Donc, c'est pas le cas au Sénat, en plus. Hein. Oui, je veux dire, je crois que, comme nous, on souhaite d'abord que la réforme garde son sens. Parce que s'il y a une réforme, c'est qu'il y a du déficit. Et donc, il y a un besoin de financement. Donc, après ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, ça a coûté cher. Donc, il faut faire très attention, parce que sinon, on va nous dire pourquoi vous faites une réformette qui n'atteint pas son objectif, c'est-à-dire de garantir la soutenabilité du dispositif retraite. Donc ça, c'est le premier point. Mais juste, ça veut dire clairement qu'il faut que certains Français cotisent 44 ans. Non, ça veut dire aussi, surtout, qu'il faut faire attention aux choix qui sont faits pour ne pas dégrader la situation budgétaire de la réforme. Parce qu'on peut dire, tiens, on va donner aux uns, aux autres, c'est juste, et ça serait d'ailleurs très légitime. Mais il faut garder, j'allais dire, une pertinence à cette réforme. Sinon, on va nous dire, écoutez, il y a des gens dans la rue, ça passe pas très bien, comme à chaque fois. Donc, si vous faites une réforme qui n'atteint pas son objectif budgétaire et qu'on n'a pas, j'allais dire, une soutenabilité en 2030 jusqu'en 2030, on va nous dire, mais attendez, à quoi ça sert ? Donc, il faut absolument avoir un cadrage budgétaire. Les carrières longues, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, il faut trouver un point d'équilibre. Je crois que le point d'équilibre, c'est un peu ce qu'a dit mon collègue Savary avant moi, c'est autour des 20-21 ans, pour faire, j'allais dire clair, parce que ce sont des matières où c'est très compliqué. Hein. Quand on met la tête là-dedans, plus ça va, moins ça va. Donc, il faut s'accrocher aux branches. Donc, mais le point d'équilibre, c'est pas tout le monde à 43 ans, selon vous. Ça veut dire certains 43, certains 44, comme c'est dans le projet, comme c'est écrit dans le projet de loi du gouvernement. Il y a eu 3 étapes. Il y a eu la proposition du gouvernement, et puis il y a eu une avancée suite au débat à l'Assemblée autour des 20-21 ans, disant avant 20 ans, 5 trimestres, etc., etc. Puis après, il y a eu un truc où personne ne comprenait pas très bien, où on disait oui, à partir de 17 ans, peut-être, et éventuellement, etc. Puis on s'est aperçu que les 18-19 ans, c'était 44 annuités. Donc, là, 16 et 18, c'est 44, et 17, c'est 43. Il faut un point d'équilibre autour des 20-21 ans, mais là où c'est, j'allais dire, compliqué, c'est que le gouvernement doit faire un décret. C'est du réglementaire. Donc il va falloir qu'on en parle, d'ailleurs, tout à l'heure, avec la Première ministre, puisqu'on la voit à midi, pour lui dire, voilà, il faudrait qu'on s'entende pour trouver un point d'équilibre, parce que si on va trop loin, ça va coûter, comme diraient les jeunes, une blinde, et après on dégrade l'aspect budgétaire, et on va nous dire pourquoi cette réforme, puisqu'on ne pourra plus rien faire d'autre. Dans cet état d'esprit, là, concernant les femmes, Bruno Retailleau souhaitait une surcote pour les mères de famille de 3 enfants, donc surcote à 63 ans. Finalement, la mesure concernera toutes les mères de famille. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? On est tombé d'accord. Et par contre, ça veut dire aussi que ça, c'est typiquement le genre d'avancée, entre guillemets, qui provoque un surcoût. Et de ce que vous venez de nous expliquer, c'est que de surcoût en surcoût, on finira par avoir une réforme qui ne fera pas d'économie. Mais nos priorités, c'était l'équilibre budgétaire du dispositif, parce qu'il faut avoir une raison de faire cette réforme. 2 et 3, c'était femmes et seniors. Aider la situation des femmes, et notamment des mères de famille, et les seniors. C'était la priorité. Après, il y a plein d'autres choses. Ça, c'est votre feuille de route. Équilibre financier, des mesures en faveur des femmes et des mesures pour l'emploi des seniors. Mais là, En un. Après, il y a d'autres choses. Il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire à la fois. En tout cas, c'est vos priorités. Après, il y a les carrières longues, il y a les régimes spéciaux, il y a la pénibilité, et il y a les territoires, puisqu'on aide aussi les collectivités. Voilà. Et sur les femmes, du coup, ce sont les centristes qui ont poussé, parce que Bruno Retailleau, au début, il voulait que ça concerne les mères de 3 enfants. Un compromis. Et qui a un départ anticipé. Ensemble, là, il n'y a plus de départ anticipé, ça concerne tout le monde.
C'était une préoccupation partagée. On s'est mis d'accord, voilà. Vous souhaitez d'autres mesures concernant les femmes ? C'est co-signé d'ailleurs par les deux rapporteurs, Elisabeth Doineau qui représente votre groupe. Voilà, et René-Paul Savary. Vous souhaitez d'autres mesures concernant les femmes ? Et la politique familiale en général ? Oui, mais qui ne pourront pas rentrer. Parce que le choix fait par le gouvernement, c'est celle d'un collectif budgétaire. C'est un PLFSS-R, c'est-à-dire un rectificatif du budget social qu'on a voté en novembre. Donc on ne peut pas tout mettre là-dedans. Sinon, on est soit inconstitutionnel, soit cavalier budgétaire. Donc il y a d'autres mesures d'accompagnement qu'on souhaite mettre dans la loi travail du printemps que prépare Olivier Dussopt, justement, en particulier pour accompagner la réforme des retraites, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui concerne l'accompagnement des familles pour les enfants, les crèches, des aides pour les familles, parce que on nous dit il y a besoin de réformes parce qu'il n'y a pas assez de cotisants, parce que la démographie est pas bonne, elle va pas dans le bon sens. C'est une réalité. Oui, et qui est européen d'ailleurs, c'est un sujet européen. Donc il faut essayer d'aider les familles pour que la natalité s'améliore. Je dis pas que ça, du jour au lendemain, les gens vont avoir des enfants, youpi, et que tout va aller mieux. Mais enfin, il faut au moins qu'on accompagne des familles pour favoriser la situation. Il y a aussi une mesure portée par les centristes concernant les parents maltraitants. Vous souhaitez réduire les pensions des parents maltraitants ? Oui, bien sûr. C'est assez incompréhensible que quelqu'un qui est condamné pour mauvais traitement ou pour abandon de famille, il bénéficie de droits à la retraite grâce à ses enfants. Un petit paradoxe, quoi. Donc, il est assez naturel qu'on puisse déchoir, si je puis dire, ceux qui sont condamnés de leur droit à pension, puisqu'ils ont été maltraitants vis-à-vis de leur famille, de leurs enfants, et donc on ne peut pas les gratifier de pensions bonifiées. L'autre point, vous l'avez dit, c'est la question de l'emploi des seniors. Alors, vous avez trouvé là aussi un compromis sur l'index senior, puisque ce qui avait été rejeté à l'Assemblée, mais ce qui était prévu, c'était que ça s'applique aux entreprises de 50 salariés. Vous souhaitiez que ça ne s'applique qu'aux entreprises de 300 salariés. Pourquoi ce seuil ? Parce qu'on voit bien que c'est quand même une suggestion. C'est quand même de la paperasse, c'est quand même du travail, etc. Des entreprises petites et moyennes de 50, 100, 150 salariés. Ils ont déjà beaucoup de suggestions administratives. On a pensé qu'il fallait aller à un niveau, à un seuil, où il y a déjà une organisation de la DRH. On a pensé que 300, qui correspond à un critère dans le droit du travail pour des conventions collectives internes, etc., soit le bon seuil. Parce que 300, vous avez une DRH, vous avez un service administratif. Bon, l'index... C'est là aussi un compromis passé avec les Républicains, parce qu'ils n'étaient pas très chauds sur l'index. Bon, vous pensez que c'est efficace, vous, cet index ? Écoutez, la CFDT est favorable à l'index, la CPME aussi. Il y a un index pour la parité. Bon, je pense que c'est un indicateur. Nous, on était désireux de la sortir d'un bonus-malus. C'est-à-dire de dire, il y a l'indicateur. Bon, déjà, il faut le produire, donc une amende pour ceux qui ne le produisent pas. Et parce qu'il faut de la transparence, et puis en même temps aider les entreprises vertueuses avec une réfaction de cotisations sociales. Là encore, on tombe dans l'aspect juridique, on nous dit vous pouvez pas mettre ça là-dedans, juridiquement ça marche pas. Donc parce que là encore, ça fait cavalier budgétaire, on ne peut pas intégrer dans le véhicule PLFSSR une mesure. Donc il faudrait y revenir par le biais d'un autre. La fameuse loi travail. La fameuse loi travail qui sert un peu de voiture balai de la loi retraite, quoi. Alors, ce qu'on ne peut pas mettre dedans, on va pouvoir en parler, mais pas le faire tout de suite. On ne peut pas. On le voit, vous nous le dites depuis le début de cette interview, il a fallu trouver des compromis avec les Républicains. Vous n'étiez pas forcément d'accord sur la vision du texte. Est-ce que ça a été compliqué de se mettre d'accord avec les Républicains ? Non, parce que encore une fois, on avait peut-être des propositions qui étaient pas totalement les mêmes. Donc on s'est mis d'accord parce que l'objectif était le même. Aider la situation des femmes, aider les seniors et puis regarder les autres situations. Donc on a approché et on a convergé. Il n'y a qu'un point. Il y en a peut-être d'autres, quelques-uns dans le détail, mais il y a un point où on n'est pas encore totalement d'accord. Enfin, vous l'avez vu à travers les propos de René-Paul, à l'instant, c'est sur les régimes spéciaux. Bon. Alors, les régimes spéciaux que les Républicains ils veulent accélérer leur suppression. Ils veulent que ça commence dès 2025 avec un âge légal à 64 ans en 2040. Vous n'y êtes pas du tout favorable ?
Écoutez, c'est un peu rude, hein. Je veux dire que les Républicains veuillent avoir des marqueurs de droite parce qu'ils disent « nous sommes de droite et donc nous défendons des propositions de droite pour les électeurs de droite », moi, j'y vois pas d'inconvénient. Mais nous, on a des marqueurs au centre, on a d'autres positions et préoccupations, et sur les carrières longues, il faudra sûrement discuter. Je dis pas que tout est idyllique, mais enfin, il y a une situation. Mais là, sur les régimes spéciaux, qu'est-ce que vous proposez? De rester sur le texte du gouvernement, à savoir la clause du grand-père, ça ne s'applique qu'aux personnes entrant. On est prêt à parler, mais je veux dire, il faut regarder ça avec prudence. C'est quand même un sujet qui est quand même assez explosif. Il se passe des choses le 7 mars. Je pense que les syndicats, on voit bien qu'il y a un front syndical, on voit bien qu'il y a quand même dans la société une fracture. Il faut reconnaître la situation telle qu'elle est. À chaque réforme des retraites, il y a, j'allais dire, une difficulté forte avec la prise en considération de la réforme. Cette fois-ci, c'est assez puissant, on l'a vu. Bon, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire la réforme, hein, mais il faut aborder certains sujets avec une... Mais là-dessus, vous êtes d'accord avec le gouvernement? Vous êtes plutôt sur la ligne clause du grand-père? On est sur la ligne clause du grand-père, nous, voilà. Après, il faut regarder, il y a peut-être des choses à regarder, à faire bouger, mais on souhaite prendre le temps de le faire et pas se précipiter en ayant un dogme et en disant il faut absolument faire comme ci, comme ça. Est-ce que c'est aussi parce que cette question des régimes spéciaux peut être de nature à remettre de l'huile sur le feu par rapport à la contestation sociale? Évidemment, évidemment. Et je veux dire, c'est pas nouveau. Je dis pas que c'est idyllique, je dis pas que c'est génial. On sait très bien que ces régimes existent. Bon, il y en a qui ont été d'ailleurs améliorés, supprimés à la SNCF. Bon, voilà. Maintenant, on veut parler des autres régimes spéciaux. Ils sont à supprimer. Bon, sur les convergences, sur la façon de progresser. Nous souhaitons prendre le temps et regarder. En tous les cas, on n'est pas déterminé à aborder le sujet à la va-vite. Mais est-ce que pour vous, c'est une ligne rouge? J'aime pas parler de ligne rouge, je veux dire... Est-ce que vous avez des lignes rouges dans ce texte? Est-ce qu'il y a des points qui font que les centristes bloqueront? Non, s'il ne s'agit pas de bloquer, on est ouvert au dialogue. Je veux dire, encore une fois, ces régimes spéciaux, aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'accord. Bon, on verra bien, on va continuer à parler et je ne désespère pas qu'on trouve un point de compromis dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Bon, moi, je respecte. Hein, je veux dire que Bruno Retailleau et René-Paul Savary soient sur une ligne, je la respecte. Mais nous, on n'est pas sur cette ligne-là. Qu'est-ce que vous demandez à Elisabeth Borne? Qu'est-ce que vous allez lui dire à la Première ministre? La Première ministre, on va lui présenter nos propositions. Et on va lui dire, voilà, nous on ne fait pas de surenchère, on n'essaie pas de faire monter la température avec des exigences insupportables. Je crois qu'on a des propositions raisonnables qui permettent justement un équilibre budgétaire. On a quelques priorités. Je ne pense pas qu'elle y soit hostile. Et donc il faut trouver avec elle les moyens de trouver un terme à toutes ces propositions. Moi, je suis confiant dans l'idée qu'elle abondera et qu'elle accompagnera le Sénat pour qu'on aille jusqu'au bout. Mais du coup, les économies, vous allez les trouver où dans ce texte? Avec les propositions que nous avons faites et sous réserve d'évaluations très précises, parce que là aussi c'est pas très facile, je pense qu'on tient une épure qui permet d'abonder jusqu'en 2030. Hein. Après, je pense que la vraie réforme, elle aura lieu en 2027. Parce on parle de clause de revoyure en 2027. Mais en 2027, il se passe quelque chose. Ce sont les élections présidentielles. Vous croyez quand même pas que les candidats en 2027, on va rien leur demander? Et là, ça veut dire qu'il y aura une autre réforme pour vous? Ça sera plus une clause de revoyure? Mais il y aura ça va être une réflexion sur... Voilà, un des enjeux. Oui. Une réflexion... au centre de des campagnes, quoi. Une réflexion... Oui, mais est-ce qu'il va falloir une autre réforme? Est-ce que cette réforme-là n'est qu'une étape? Déjà, on parle de l'horizon 2030-2031. Il y a eu plusieurs réformes avant. La dernière, c'est 2010. Donc, on voit bien qu'il faut s'adapter. C'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait une clause de revoyure. Mais il se trouve qu'en 2027, c'est aussi les élections présidentielles. Donc, il faudra faire un point d'étape, si je puis dire. Et puis, les candidats, je suis convaincu, auront leur propositions, c'est-à-dire qui diront écoutez, il faut arrêter la répartition, il faut passer à la capitalisation, ou d'autres diront non, il faut revenir à l'idée de la réforme par points qu'avait esquissé Édouard Philippe.
D'autres diront non, pas du tout, il faut rester. C'est votre avis la réforme par points, il faut y Nous, on revenir était favorable à la réforme par points. Il faudrait y revenir. Ça s'étudie. En tous les cas, c'est un sujet qui est plus juste. Un sujet de 2027. Ouais, ça fait partie des réflexions structurelles de 2027. C'est pour ça qu'on ne souhaite pas en parler maintenant. Quand je vois des amendements pour la capitalisation... C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il faut introduire une dose de capitalisation Non mais Ariane, déjà qu'il faut s'accrocher aux branches pour comprendre les tenants et aboutissants de toutes les mesures. Si on commence à dire, tiens, on va parler de capitalisation du point, alors là, il n'y a plus personne qui va capter. En attendant 2027, le futur immédiat de la réforme et de ce texte, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, admettons, les sénateurs arrivent à aller au bout du texte, il est voté. Ensuite, il y a une commission mixte paritaire. Vous pensez qu'il y aura un accord sur un texte commun et c'est terminé, un vote conclusif et la réforme est adoptée? Moi, je pense que de toute façon, il y aura une réforme, bonne ou mauvaise, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce que le gouvernement et le président de la République, je pense, peuvent pas reculer. Pourquoi ils ne peuvent pas reculer? On n'est pas arrivé à ce point qu'à un moment donné, on dise finalement, écoutez, c'est compliqué, on va arranger tout ça, on verra plus tard. C'est ce qui s'est passé en 2020. Oui, en 2020. Mais la réforme avait été adoptée par 49.3, on aurait pu... Elle est toujours sur le bureau du Sénat, d'ailleurs. On aurait pu la sortir du tiroir. Sauf que, terminé. Ça aurait été facétieux. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a pas le même contexte avec Édouard Philippe. Édouard Philippe, il avait fait sa réforme en disant justement, on n'a pas besoin de faire de réforme, on a le temps, c'est justement le moment de la faire. Maintenant, on a besoin de faire la réforme. On n'a plus le temps. Parce qu'il y a un problème budgétaire. Quitte à la passer par 49.3 là aussi. Je pense que le gouvernement, s'il n'arrive pas à obtenir un vote, passera par le 49.3. Pour vous, c'est pas un problème? Si, c'est un problème, mais je pense qu'il ne pourra pas reculer. Mais en tout état de cause, ça ira au bout. Et un dernier mot sur le 7 mars, puisque ça sera en plein examen de la réforme au Sénat. Vous redoutez cette journée? Vous redoutez des blocages? Il y a eu déjà beaucoup de cortèges. Ils étaient importants, il faut le reconnaître. Ils étaient aussi responsables, calmes, il n'y a pas eu de débordement. Il faut saluer l'action des syndicats. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on souhaite une conférence sociale. Parce que cette réforme a été l'occasion de mettre en évidence le rôle des syndicats qui sont un peu réhabilités. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de verticalité. On a un des points de l'action de M. Macron, ça a été justement de tuer un peu le paritarisme, de tuer le dialogue social et le dialogue avec les corps intermédiaires. On fait des travaux, j'allais dire, par segment. On fait l'indemnisation du chômage, on fait les retraites, après on vous dit qu'il va y avoir une loi travail, on travaille sur le pouvoir d'achat. Et pourquoi on ne fait pas une grande conférence sociale pour parler de tout ça? Il y a une société post-Covid, le travail n'est plus le même, la façon d'appréhender la société n'est plus la même. Et les syndicats sont en pointe. Regardez M. Attal, il fait des propositions pour dire « Tiens, on va regarder si on peut travailler 4 jours ». Tout ça, on ne peut pas en parler parce qu'il y a un problème. Plutôt que de faire des débats comme ça, par-ci, par-là, on voit que le Renaissance, dans un coin, il travaille sur le partage de la valeur, parce qu'il voit bien qu'il y a un sujet, et que, on peut pas... qu'il y a un accord qui a été trouvé avec certains syndicats. On ne peut pas mettre tout ça sur la table et dire, écoutez, la société a évolué, les syndicats ont des propositions, le gouvernement aussi, travaillons. On a mis la charrue avant les bœufs, en fait. Il aurait fallu faire cette conférence sociale avant la réforme. Normalement. Merci Hervé Marseille. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de Ouest France, Stéphane. L'industrie automobile cherche son sursaut. C'est à la une de votre journal. Merci Stéphane, merci beaucoup Hervé Marseille. On continue à parler de cette réforme des retraites dans le club.